Shalom, nous allons étudier le daf Lamed Bet dans Masachet Bava Batra. Nous reprendrons 8 lignes à la fin du daf Lamed Aleph Hamoud Bet. Avant cela, nous rappelons le sujet qui était celui de la fin du daf, donc Lamed Aleph. C'était est-ce que lorsque le Bedin a tranché une halakha et que plus tard de nouveaux éléments apparaissent dans l'enquête et que au regard de ces nouveaux éléments on devrait décider autrement, est-ce que le Bedin revient sur sa décision ou pas? Il y a une première logique de dire qu'il revient sur sa décision pour appliquer la justice la plus totale, et une autre logique qui est de dire qu'on ne veut pas, entre guillemets, manquer de respect au Beddin, c'est-à-dire faire en sorte que l'image du Beddin, qui ne peut jamais se tromper, que cette image soit égratignée. Du coup, est-ce que l'on craint Ziluta des Beddin? On a vu que selon Rav Nachman, on ne craignait pas. À cela, Rava et Rav Hamnuna avaient objecté avec une Mishnah qui donnait l'impression que Rabbi Menachem et Rabbi aussi avaient l'impression que lorsqu'on avait dit à une femme qu'elle pouvait se marier parce qu'on avait deux témoins que son mari était décédé, et qu'on lui avait dit de se marier, même si après deux témoins venaient infirmer les paroles des premiers témoins, on ne changeait pas de psaque. C'est comme ça qu'on avait compris Rabbi Menachem et Rabbi aussi, mais quoi qu'il arrive, Rav Nachman avait fini par tout de même appliquer la halakha comme il pense. Pourquoi? Parce que on dit qu'il avait trouvé des minagim anciens qui montraient qu'effectivement on changeait le din, on rejugeait à nouveau et on ne craignait pas Ziluta des Bedina. La Gemara maintenant va rapporter une preuve dans une Mishnah. Donc on est 8 lignes à la fin du Daf Lamed Aleph Hamoud Bet, on connaît le sujet qu'on est en train de développer, il faut simplement s'en écarter un peu pour comprendre cette Mishnah. Cette Mishnah rapporte plusieurs avis, on va essayer de comprendre ce que chacun veut dire, et c'est à la toute fin de cette explication que l'on pourra déduire justement quelque chose qui est en rapport avec notre sujet. Dites-nous, c'est une Mishnah dans Masechet Ketubot, Rabbi Yehuda Omer. Rabbi Yehuda nous dit En Malin la Keuna al pied d'Echad. On ne peut pas faire monter quelqu'un à la Keuna al pied d'Echad sur le témoignage d'un seul homme. Donc ici on parle de quelqu'un. On se demande s'il est Cohen, s'il n'est pas Cohen, ou s'il est Cohen Kacher ou pas Cohen Kacher, c'est-à-dire qu'il peut être fils de Cohen, mais doit finalement ne pas être Kacher si son père a épousé une des femmes qui lui était interdite par la Torah. Et donc du coup, En Malin la Keuna al Piedechad. Premier avis qui nous dit on ne peut pas faire monter quelqu'un à la Keuna sur la foi d'un seul témoin. Amar Rabbi Lazar vient expliquer. Et Matai, quand est-ce qu'on dit qu'on ne peut pas? Mais Makom Shesh Orin, lorsqu'il y a des gens qui viennent contredire, qui viennent s'opposer à sa cacheroute, aval bemakom chez en orerin, mais dans le cas où personne n'a réellement contesté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas réellement de témoins qui sont venus dire quoi que ce soit, simplement c'est une rumeur. On a quelqu'un, une rumeur sort comme quoi il n'est pas Cohen, une rumeur sort comme quoi il est un Cohen pas caché, donc pas Cohen finalement. Lorsqu'on n'a qu'une seule rumeur, ça ne nous dérange pas de s'appuyer sur la foi d'un seul témoin pour le laisser à la Keuna. Ça c'est ce que nous dit Rabbi Lazar. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Shum Rabbi Shimon ben Azgan, Ma'alin la Kehuna al pi edechad. Lui pense que l'on peut faire monter quelqu'un à la Kehuna al pi edechad. Alors, la Gemara se pose la question. Elle dit quelle est la différence entre Rabbi Lazar et Rabban Shimon ben Gamliel? Pourquoi? Le premier, qui est donc Rabbi Lazar, a dit que on peut faire monter quelqu'un à partir du moment où il n'y a pas de contradicteur clair, de contradiction claire, tant que c'est qu'une rumeur, on peut faire monter sur la foi d'un seul témoin. Et on voit que Rashbag répète que l'on peut faire monter sur la foi d'un seul témoin. Donc quel est le sujet de discussion a priori? C'est quand il y a en face un héros, c'est-à-dire quelqu'un qui vient contester. Alors on va dire Rashbag, Rabbi Shimon ben Gamliel, Aïnou Rabbi Lazar. Finalement, est-ce que Rashbag c'est pas la même chose que Rabbi Lazar? La Gemara dit non, Vechitema, tu pourrais penser que Arachad Ika Benayou, que la discussion porte sur une contestation, mais une contestation qui n'est pas si forte. C'est une contestation, mais à art de chad, d'une seule personne. Pourquoi? Parce que si on a quelqu'un qui est censé être Cohen, on a deux personnes qui viennent dire qu'il n'est pas Cohen. Donc c'est ce qu'on appelle une vraie contestation. Deux personnes qui viennent dire qu'il n'est pas Cohen ne pourront jamais être contredites par un seul témoin. Donc on ne peut pas, s'il a été contredit par deux personnes, s'il a été rendu pas souple par deux, on ne pourra jamais avoir de discussion. Est-ce que on pourra le faire monter sur un seul témoin? Donc du coup, la seule discussion qu'on va avoir éventuellement, c'est lorsqu'on a ce qu'on appelle un harar, une contestation, mais une contestation avec une seule personne. Et ce serait ça la marloquette. Rabbi Lazar Savar, Achad. Rabbi Lazar, il pense que même une personne, c'est déjà harar, c'est déjà une contestation. Le Rashbag, Savar, harar trait. Et lui, il pense que non, harar, c'est trait. Et donc ce serait ça du coup la marloquette, c'est ce qu'on propose en tout premier lieu. C'est-à-dire que, donc Rabbi Lazar vient nous dire que on peut faire monter quelqu'un à la Keuna sur la foi d'un seul témoignage lorsque le témoignage d'une personne vient s'opposer à une rumeur. Si par contre, il y a une contestation avant, et évidemment pas une contestation de deux, parce que sinon c'est évident que un ne pourra pas contredire deux. Quand il y a une contestation de un,
Le chidouche, c'est qu'on ne peut pas du coup s'opposer avec un seul témoin face à un témoin qui a fait un har. Viendrait Rashbag, il dit non. Finalement, comme ce har, c'est qu'une personne qui a contesté, ça ne vaut pas plus qu'une rumeur. Et donc, du coup, Marim le Kiona al Pédechad. La Gemara dit non, c'est impossible de dire cela. Pourquoi? Parce que Vehama Rabbi Yochanan a dit les divrei hakol, sans discussion, tout le monde est d'accord que qu'on ne peut pas valider une contestation à moins de 2. Donc, si contestation il y a eu, c'est à moins de 2. C'est à 2. S'ils sont moins de 2, il n'y a pas de contestation. Donc, la Gemara, encore une fois, essaye de comprendre, ça va être quoi le cas. Et là, artré, donc forcément c'est 2. Chabema askinan, quel est alors du coup ici le sujet? C'est un cas où on a une présomption que le père de ce bonhomme est Kohen. Venafak alekala, et sort sur cette personne-là, sur le fils, une rumeur des Ben Grusha ou Ben Chalutza, que finalement sa mère à lui était divorcée ou avait reçu une Chalitza dans le cas d'un hiboum. Et donc du coup, l'enfant, qui est celui dont on parle, n'est pas caché à la Keuna. Ve'artiné, et donc du coup, à cause de cette rumeur, simple rumeur, on l'a descendu et on lui a demandé de ne plus faire Birkat Kohanim. Ve'atar edechad, vient un seul témoin, et Ve'amar de Kohenu, il dit non, il est Kohen. Ve'askiné, et on le remet à nouveau à la Keuna. Ça, jusqu'à présent, tout le monde est d'accord qu'à partir du moment où il n'a été exclu de la Keuna que sur la foi d'une rumeur, c'est sûr qu'un témoin, c'est mieux. Alors, quel est du coup le cas? Ve'atu betre, maintenant viennent 2 témoins. Ve'amre de ben grusha v'chalutzahu, redisent dans ces 2 témoins qu'il est bien fils de divorcé et donc il n'est pas caché à la keuna. Ve'artiné, à nouveau on le redescend. Ve'ata edechad, et revient maintenant un témoin. Ve'amar de Kohenu pour dire qu'il est Kohen. Comment ça fonctionne? Quelqu'un qui a priorité Kohen. On a une rumeur comme quoi il n'est pas, on le descend. Un qui vient dire qu'il est Kohen. 2 qui viennent dire qu'il ne l'est pas, et 1 qui vient à la fin redire qu'il est Kohen. La question, ça va être, est-ce que justement on additionne le premier et le dernier? Le premier témoin dit qu'il est vraiment Kohen, le 4e dira aussi qu'il est vraiment Kohen, donc ça fait 2, mais 2 comme ça, séparés par un témoignage uniforme au milieu de 2 témoins qui viennent dire qu'il n'est pas Kohen. Alors du coup, ou des et d'autres. Et là ici, on part du principe que tout le monde est d'accord que l'on peut additionner 2 témoins pour faire une paire de témoins. Normalement, un témoignage, on aurait pu penser que c'est quelque chose qui est fait en même temps. Là, on pense que le témoin numéro 1 et le témoin numéro 4, même si témoignent à 2 moments différents et qui sont espacés par un témoignage opposé, on les additionne pour appeler ça un témoignage de 2. Et du coup, et du coup, par élimination, il ne reste que notre sujet du DAF précédent comme éventuel sujet de discussion. C'est-à-dire, est-ce que Ziluta de Bedina, est-ce que l'on craint de faire honte au Beddin en le faisant changer d'avis? Rabbi Lazar, ça va Kevan de Artine Lomas Kinanle. Rabbi Lazar pense qu'à partir du moment où on l'a fait descendre, ça y est, on ne peut plus le faire monter. On a entendu 2 témoins qui ont dit qu'il n'était pas saoul. Même si maintenant il y a un témoin nouveau qui vient, qui est le 4e témoin, qui, si je l'additionne au premier, fait un témoignage comme quoi il est caché et je devrais le remettre sur sa chazaka première, comme ça y est, on a tranché, on ne revient plus dessus. Rachina les résultats des Bedina. Et Rashbag, Rabbi Gamliel, ça va, que Anan Artinan, Vanan Maskinani penserait comme Rav Nachman dans le DAF d'avant, c'est-à-dire qu'on n'a aucun problème à le faire descendre, à le faire monter, c'est-à-dire à partir du moment où on a un changement de situation, on change la halacha ou Ziluta des Bedina, le Chashinat, et on ne craint pas Ziluta des Bedina. Ce serait ça du coup, la discussion éventuelle dans la bassine Marlog Rabbi Lazar Rashbag. Est-ce qu'on fait monter un Kohen sur la foi d'un seul témoin? On est parti finalement dans un cas assez complexe, quelqu'un qui était a priori Kohen, qui était descendu à cause d'une rumeur, qui était remonté sur un témoin, qui était redescendu sur 2 témoins et qui éventuellement serait remonté sur la foi d'un dernier témoin. Ravashi a une très bonne objection à cette explication. Il dit écoute, c'est logique, mais le problème c'est que quoi? C'est que si réellement le problème était est-ce que quand on a de nouveaux éléments, on revient sur le din ou pas? Pourquoi trouver un cas avec un seul témoin à la fin? Trouve-moi un cas avec 2 ou 100 témoins à la fin qui viennent changer la situation. Et le ridouche, ce serait quoi? C'est que certains acceptent. Et l'autre viendrait dire non. Quel que soit le nombre de témoins que tu récupères maintenant, on ne change pas à partir du moment où on a rendu un psaque. Matkif la ravaché, Rav Sheh il dit Iachi. Quelle est la raison pour laquelle tu m'enseignais un cas avec un seul témoin? A fait l'oubetré d'amis, au contraire, avec 2. Tu aurais dû dire à la fin il y a 2, 3, 10, 100 témoins qui viennent. Et le ridouche, c'est qu'on a une marloquette et que selon certains, Ziluta de Bedina Chachinan, on craint de faire honte au Beddin et on ne revient pas à la décision.
Donc Ravashi propose autre chose. Et là, Ravashi, donc vous avez vu que jusqu'à présent, c'est là qu'on était en lien avec la suga précédente, c'est qu'on a voulu dire éventuellement que c'était une marloquette. Est-ce que Rabbi Lazar Rajbag, est-ce que c'est l'outa de Bedina Khashinan? Maintenant, il y a la Maravashi, non. Tu es obligé de dire que ce cas-là nous prouve justement que selon tout le monde, on ne craint pas de faire honte au Bedin. Et ici, la seule discussion, c'est est-ce que justement on peut additionner des témoignages. C'est-à-dire que dans ce cas-là, il était Cohen, on l'a descendu sur une rumeur, on l'a remonté sur 1, on l'a redescendu sur 2, on le remonte sur 1 éventuellement. On voit bien ici qu'on n'a pas l'air d'être gêné par le fait de changer d'avis, changer de psaque. La question est simplement, est-ce que le quatrième témoin qui dit qu'il est cachère, je peux l'additionner au premier témoin qui a dit qu'il est cachère pour dire qu'il y a deux témoins qui disent qu'il est cachère? Ou à partir du moment où ils sont séparés, ce ne sera jamais une seule aïdout homogène. Mais plus tard, Netanae, et c'est une marloquette qu'on retrouve dans les Tanaïm. Des Tanya, c'est une double marloquette ici. Déjà au sujet de la vision. On ne peut additionner le témoignage de deux personnes, on ne peut le faire que s'ils ont vu ensemble. Rabbi Yoshua ben Kocha Omer, Afilou Bezach Harzer, Rabbi Yoshua ben Kocha dit non, même l'un après l'autre. Je donne un exemple. On a quelqu'un qui est en train par exemple de prêter de l'argent, et il y en a un qui a assisté au début, et l'autre il assiste à la fin. Ils ont les deux, par rapport à ce qu'ils ont vu, une preuve qu'il y a eu ce prêt, ou qu'il y a eu cet achat, ou qu'il y a eu cette action. Simplement, ils n'ont pas vu au même moment. Ils n'ont pas vu au même moment, ou un qui a vu qu'il a prêté, et l'autre qui témoigne, non pas qu'il a vu le prêt, mais qu'il a entendu que le lendemain, il a avoué qu'il avait prêté, ou je ne sais quoi. On ne peut pas, selon Tanakama, on ne peut pas additionner deux témoignages de deux choses qui ont été vues de manière séparée à deux moments différents. Selon Rabbi Yoshua ben Kocha, ça ne pose aucun problème. À partir du moment où toi tu dis qu'il a emprunté, toi tu dis qu'il a emprunté, même si toi tu as vu une action à une certaine heure, toi tu as vu autre chose, la conséquence est finalement que vous êtes en train de dire qu'il a emprunté, cela s'additionne. Ça c'est la première marloquette qui n'est pas liée tellement à ce qu'on va dire. La marloquette qui suit est celle effectivement que Ravashi avait annoncée. Et un témoignage de deux ne peut fonctionner que s'ils témoignent ensemble au Bedin. Rabbi Nathan Omer, Shoma'im devarav shel ze hayom, ou kshavor chavero lemachar, Shoma'im devarav. Rabbi Nathan dit non, c'est pas évident. On reçoit le témoignage d'un témoin, on bloque son témoignage, il n'a pas tellement d'incidence en général, parce qu'en général, 102 personnes, ça ne vaut pas grand-chose, mais c'est en potentiel, c'est une éventuelle moitié de Haïdout, et donc on attend que le deuxième vienne. Lorsque le deuxième vient, on additionne. Donc cette marloquette ici que l'on a entre Tanakama et Rabbi Nathan, est-ce que l'on peut additionner deux témoignages qui sont faits à deux moments différents? C'est la marloquette Rabbi Lazar et Rajbag, vue selon Ravashi, mais encore une fois, par rapport à ce que veut dire Rav Nachman, selon tout le monde dans cette Mishnah, on peut additionner, on pense que l'on peut changer d'avis par rapport au Bedin, donc on ne craint pas Ziluta des Bedina. C'est pas la question, c'est ce qu'on peut additionner deux témoignages qui viennent à pas. Donc on a vu double marloquette. Est-ce que on peut déjà avoir un témoignage qui est fait par deux visions qui ont été faites à deux moments différents? Et au-delà de ça, est-ce qu'on a besoin forcément que les deux témoignent au Bedin en même temps, ou est-ce qu'ils peuvent le faire de manière séparée? C'est marloquette Rabbi Lazar Rajbag, ici Tanakama et Rabbi Nathan. Quelques petits cas encore pratiques. Haoudama lechavre, c'est celui qui dit à son ami et son prochain, Maï ba'id ba'ara, que fais-tu sur cette terre? Amalé, l'autre lui dit, Minar zvinta, je te l'ai acheté, Vehashtara, et en voici le document, donc le document de vente. Amalé, l'autre lui dit, Shtara zaifahu, c'est un faux document. Alors en général, zaifahu, c'est un faux, ça veut dire que tu as trafiqué, tu as écrit des choses fausses. Bon. Gachin lachish le rabat. Alors, celui qui a sorti le document, encore une fois, il sort le document pour se justifier, pour rester sur le terrain. On lui reproche d'être sur un terrain qui n'est pas le sien. Lui, il sort un document, il dit, mais gars, je te l'ai acheté, il est là le document. L'autre lui dit, il est faux. Que fait cette personne-là qu'on accuse d'avoir un faux document? Il se retourne vers le Dayan, qui est Rabat. Gachin lachish le rabat. Il vient et il murmure à l'oreille de Rabat en lui disant, In shtara zaifahu. Oui, c'est vrai. C'est un faux document. J'ai fait un faux. Alors quoi? Mihu shtara me alia havali virkas. Mais en fait, j'avais un vrai document. J'ai vraiment acheté ce terrain. J'avais un vrai document, identique à celui que je vous présente actuellement, mais je l'ai perdu. Et un jour, je me suis dit, c'est trop bête, c'est pas juste. Je l'ai acheté, j'ai le document, je vais être perdant, donc j'ai réécrit le même. Véamina, je me suis dit, in kitaha ibiadai koldeu. Je veux au moins faire en sorte d'avoir quelque chose comme ça. Si un jour on me reproche et on vient me réclamer la terre, je vais pouvoir lui faire peur et lui montrer le document. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on le croit ou pas? Omer Rabba, Amar Rabba, Malolé Shaker.
Il a un migo, encore une fois, toujours dans ce migo qu'on a dit hier. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il pourrait gagner d'une manière, on le croit quand il dit autre chose. Puisque s'il avait dit, il aurait pu dire, Shtara Me'aliaou, il aurait pu dire c'est un super document. Et du coup, comme il aurait pu gagner de cette manière, à ce moment-là, on le laisse gagner quand il dit finalement qu'il l'a acheté. Alors du coup, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut comprendre normalement quand quelqu'un apporte un document et que l'autre lui dit il est mézouillaf, il est faux, normalement, il doit le prouver. Il doit aller prouver qu'il est bon, c'est-à-dire, il va récupérer soit les témoins qui sont les témoins signataires, soit il va récupérer des gens qui reconnaissent la signature des signataires. Donc comment c'est possible ici qu'on nous dise que quand on l'accuse d'avoir un faux document, on nous dit qu'il avait finalement Yadol Ariona, c'est-à-dire qu'il avait la force de dire ce qu'il veut, de gagner. Alors il y en a qui disent que c'est soit parce qu'il avait fait un char tellement bien mézouillaf que même les témoins eux-mêmes pouvaient se tromper. Ils voient leur signature, ils se disent bon ben j'ai l'impression que c'est moi qui ai signé. Soit il y en a qui disent que quand on dit shtar mézouillaf, c'est pas mézouillaf dans le sens où il a vraiment fait un faux document, c'est ce qu'on appelle shtaramana. On l'a vu à plusieurs reprises, shtaramana. C'est-à-dire que des fois entre deux personnes de confiance, tu as besoin de, je sais pas moi, de prouver à ton banquier que tu as des biens. Alors je t'écris un document comme quoi hein, je t'ai cédé ce terrain. Maintenant entre nous, tu sais très bien que c'est pas vrai. C'est un shtar que je ne fais avec toi que parce que j'ai une émouna, j'ai une foi en toi, shtaramana. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Il utilise ce shtaramana. Et donc quand l'autre lui dit c'est un faux document, c'est mais attends, mais c'est très bien que c'est un document qu'on avait fait qui était factice pour que ainsi de suite. Et voilà. Et donc du coup, Rabban nous dit malo les shaker. Viens lui dire à Yosef, Amalé Rav Yosef, Amaï Samart, sur quoi tu te reposes? Aïshtara, sur ce document. Aïshtara, mais ce document, Chaspa, Be'almahu, c'est de l'argile, c'est rien, ça ne vaut rien. Alors du coup, il faut comprendre ici l'argument de Rav Yosef. C'est quoi un migo, encore une fois? C'est j'aurais pu dire quelque chose et je ne l'ai pas dit. Donc croyez-moi quand je dis autre chose. Mais bon, il est logique normalement que quand je dis la deuxième chose, ça contredit celle que j'aurais pu dire. Alors c'est quoi le problème de Rav Yosef? Ce document-là, hein, il est ici ce qu'on appelle Chaspa Be'alma. Alors il y a plusieurs explications là-dessus. Il y en a qui disent que c'est à cause de l'argument qu'a donné le bonhomme. Le type lui dit tu es sur mon terrain. Il ne dit pas hein, je te l'ai acheté. Il dit je te l'ai acheté et en voici le document. Et donc il y en a qui veulent dire qu'en disant je te l'ai acheté, voici le document, il est en train de lier son argument de je l'ai acheté au document. Et une fois qu'il invalide le document, il est en train d'invalider en partie son argument et en fait il est en train de l'invalider de manière totale. Ça c'est une manière de comprendre, il y en a qui veulent donner ça comme explication dans Rashbam, même si en réalité dans Rashbam ça ne ressort pas comme ça donne plutôt l'impression, certains le disent, que c'est plutôt un problème de migo. C'est quoi migo on a dit? C'est le fait de donner l'argument à quelqu'un, il aurait pu gagner de cette manière, alors on le laisse gagner. Et du coup, il y en a qui veulent dire que ça ne marche qu'avec un argument. J'ai un argument A, je choisis un argument B, même si l'argument B n'est pas fort, comme j'aurais pu dire le A, on me donne la force du A. Mais si par contre c'est avec un document, ça ne fonctionne pas. Alors, cette seconde explication colle plus dans les mots du Rashbam, la première qu'on a citée colle plus dans les mots de la Gemara, puisque dans les mots de la Gemara, Yosef elle a de dire sur quoi tu te reposes? Sur ce shtar. Ce shtar il vaut rien. Comme si finalement l'argumentaire du bonhomme est reposé sur le document, et donc du coup, c'est les deux manières que l'on peut donner ici dans les Rishonim. Autre cas similaire, Haoud et Amar le Chavre, il y en a un qui dit à son prochain, Avli me Azouzé, Demaskinabar. Rends-moi sans ouz que tu me dois. Vehashtara, et en voici le document. Si vous remarquez tout de même ici, celui qui a le document n'est pas celui qui se défend, comme jusqu'à présent, mais c'est celui qui réclame l'argent. Amarle, l'autre lui répond, Shtara ze'efahu, ce document est faux, et on devra dire comme tout à l'heure, que soit il est tellement bien fait que c'est comme s'il était mécouyam, il était vérifié, soit que c'est ce qu'on appelle Shtaramana, un document qui a été fait par confiance. Gachin achishle le Rabba, même cas, la personne se retourne vers Rabba et lui dit à l'oreille, Ishtara Zaifa, c'est vrai que c'est un faux document. Mihu, cependant, Shtara Malia Havali Veirkas, j'avais le vrai document, Veirkas, et je l'ai perdu. Ve'amina, je me suis dit, In kit hai be'ada koldeu, je vais au moins ne pas venir les mains vides. Et là, on va retrouver la même discussion qu'on a eu précédemment au sujet de la terre, où là-bas, le document était tenu par celui qui se défendait. Là, ici, c'est plus une terre, c'est de l'argent, et le document est tenu par celui qui réclame de l'argent et non pas l'inverse. Amaraba, malole shaker, là aussi, quel est son intérêt de mentir? Ibae, s'il voulait, il aurait pu dire Amarle, Shtara Maliahu, il aurait pu dire que c'est un vrai document et gagner. Amarle Rav Yosef, ça lui dit Amaï Kassamart, sur quoi te reposes-tu? Aïshtara sur ce document. Aïshtara Chaspa Be'almahu, encore une fois, ce document ne vaut rien, c'est Chaspa, c'est de l'argile, Be'alma. Ça, ce sont les deux cas. Amar, Rav, il dit
bar avin. Maintenant la halacha. Ilcheta kevate de Rabba be'ar'a, ilcheta kevate de Rabbi Yosef bezouzé. La halacha est comme Rabba dans tout ce qui est problème immobilier. Ilcheta kevate de Rabbi Yosef bezouzé. Et dans le cas là-bas sur l'argent, la halacha est comme Rabbi Yosef. Alors ici c'est intéressant parce que ça paraît anodin cette phrase, mais c'est pas du tout anodin. Il y a un grand Tosfot qui parle, il y a un Tosfot qui parle de cela, et c'est une grande question. Déjà a priori, on a une contradiction. On a vu que c'est la même logique dans les deux cas. Donc si je tiens comme rabbin dans le premier, pourquoi tenir comme Rabbi Yosef dans le deuxième? Et inversement, soit je tiens un migo dans un cas où le document, selon l'aveu de la personne, est un faux document, soit je maintiens le migo, soit je le maintiens pas, mais je ne peux pas faire de distinction entre l'un et l'autre. La preuve, c'est que Rabbi et Rabbi Yosef ont exactement dit la même chose dans les deux cas. Donc qu'est-ce qui fait que Rabbi Idi Bar Avin a fait finalement une sorte de pshara? Il a tranché comme l'un dans certains cas, hein, et comme l'autre dans d'autres cas. Selon Tosfot, ce qui ressort dans une des explications en tout cas, c'est qu'on avait dit, qu'on a expliqué le migo hier, que normalement migo, on ne dit pas migo leotzi. On ne peut pas utiliser migo. Crois-moi que je dis ça parce que j'aurais pu dire autre chose. On ne peut pas dire ça pour réclamer de l'argent à quelqu'un. On peut dire ça pour se défendre. Or, dans le cas justement de l'argent, qui a le document qui est faux, mais qui aurait pu passer pour vrai et qui aurait pu finalement dire ce qu'il veut, c'est celui qui réclame. Rends-moi mes 112 avec ce document. Quand on lui dit qu'il est faux, il dit c'est vrai, il est faux, mais j'aurais pu dire qu'il est vrai et avoir cet argent. Et du coup, selon Tosfot, une raison pour laquelle on ne tient pas comme ça dans le cas de l'argent, c'est parce qu'on ne dit pas migo leotzi. Ça, c'est une explication de Tosfot. Il y en a une autre qui est très intéressante également. C'est qui veut dire que non. Pourquoi on a tranché comme l'un et comme l'autre? C'est parce qu'en fait, on ne savait pas comme qui trancher. On a une marque Rabba Rav Yosef. On ne sait pas comme qui trancher. Et donc, ce qu'on va dire, Velcheta ke Rabba be'ara. On tient la lacha comme Rabba dans la terre. Pourquoi? Parce qu'on laisse la terre là où elle est. Velcheta kevate de Rav Yosef. Et la lacha comme Rav Yosef, bezoué dans l'argent. Parce qu'on laisse l'argent où il est. Rappelez-vous qu'on avait relevé au tout début du cas que dans le premier cas, c'est celui qui est sur le terrain et qu'on veut sortir du terrain, qui sort le document et qui a donc le migo. Et dans le cas de l'argent, c'est celui qui réclame de l'argent, qui a un document sur lequel il a un migo. Et donc du coup, dans le cas de la terre, sans trancher, est-ce qu'il y a migo, il n'y a pas migo, comme on ne sait pas comme qui trancher, dans le cas de la terre, on laisse là où c'est. Dans le cas de l'argent, on laisse là où c'est. Alors ça relève une question qui est intéressante, c'est qu'on a dit normalement que le principe, même tout ce périple de Cheskat Abatim, de la Chazaka de 3 ans, on avait dit qu'en introduction, ça n'existait cette Chazaka de 3 ans que parce que la Chazaka habituelle sur un objet n'existe pas dans les terrains. Dans un objet, il y a une discussion. Je ne sais pas si tu l'as acheté, je ne sais pas si tu l'as volé, si tu l'as hérité, quoi qu'il arrive. Dès que je ne sais pas, qu'est-ce que je fais? Je dis l'objet reste dans la main de celui qui l'a. Ça n'existe pas dans un terrain. Un terrain n'est pas dans la main de quelqu'un. Et donc, l'équivalent, on va dire, de cela, c'est 3 années de vie et d'utilisation normale sur un bien immobilier. Ce qui veut dire que le fait de dire que quand je ne sais pas comme qui trancher, je laisse l'argent, là où c'est, je peux le dire. Mais quand je ne sais pas comme qui trancher, je ne sais pas trancher comme Rabba, comme Rav Yosef, donner raison à celui qui est sur le terrain ou l'autre, je ne peux pas dire dans le doute, je laisse dans le terrain, parce que dans les terrains, c'est pas vrai, il n'y a pas de chazaka de celui qui l'a dans la main. Quand on ne sait pas, on revient au propriétaire d'origine, c'est-à-dire celui qui historiquement était connu comme étant le propriétaire. Et donc du coup, ici le fait que la Gemara a l'air de dire que dans le doute, on laisse l'argent chez l'un, ça on comprend, mais dans le doute, on laisse le terrain chez qui c'était et non pas chez le propriétaire d'origine, c'est une contradiction avec le principe même de chazaka dans les biens immobiliers. Et Tosfot fait une distinction qui est très intéressante, et Tosfot nous dit qu'il faut distinguer la chazaka, le doute que j'ai sur la situation et le doute que j'ai par rapport à comme qui est la lacha. Lorsqu'il y en a un qui me dit je l'ai acheté, l'autre il dit il me l'a volé, l'autre il dit il m'a payé, il m'a pas payé, je ne sais quoi, comme je ne connais pas la situation, la logique est que ne sachant pas comment juger la situation, j'imagine que la situation est comme dans le cas antérieur. Ça, on le fait avec des biens mobiliers, mais on ne peut pas le faire avec des biens immobiliers. Dans le cas ici, on a affaire ici à un safek, le safek n'est plus quelle est la situation. La situation est, la question est comme qui est la lacha. Et le fait de ne pas savoir si la lacha est comme Rabba Rav Yosef, on n'a aucun problème à dire voilà, dans le doute, qu'est-ce qu'on fait? On s'abstient. C'est-à-dire qu'on ne touche rien. Le Bedin s'écarte du sujet parce qu'il ne sait pas trancher. Si par contre, il avait un doute sur la situation, quand je ne sais pas comment la juger, dans un cas d'un bien immobilier, je ne laisse pas la situation comme elle est, je reviens
à la situation antérieure, c'est-à-dire au propriétaire connu historiquement. Nouveau cas, Haou Arba, ici c'est un rêve. Donc quand on prête de l'argent, on a souvent besoin d'un garant et le garant est responsable et parfois peut être amené à payer à la place de l'emprunteur. Haou Arba, donc c'est un rêve. Damal Lové qui revient voir l'emprunteur et il lui dit écoute, j'ai payé pour toi, maintenant il faut que tu me rembourses. Avli me Azouzé, des parats, il est mal. Il a rends-moi les 100 zouz que j'ai remboursés à ta place il y a quelque temps. Vehashtara, et voici le document qui prouve effectivement que j'ai bien remboursé le document à ta place. Le prêt à ta place. Amalé lui dit, la ferarti, il lui dit, mais attends, mais je t'ai déjà remboursé. Donc l'emprunteur qui a été aidé par son garant dit qu'il a déjà remboursé son garant. Alors que lui dit, Amar, lavadart, Jacqueline Minaï, elle me dit, oui, c'est vrai que tu m'as remboursé, mais tu m'as repris l'argent. Donc imaginez le cas, il y a une personne qui emprunte et il y a un garant qui vient rembourser. Donc maintenant, le conflit est entre le garant et l'emprunteur. Le garant veut récupérer son argent et il a un document. Quand l'autre lui dit, mais attends, c'est marrant, c'est vrai que tu as encore le document qui montre que tu as remboursé, mais entre nous, tu sais très bien que moi, je t'ai déjà rendu cet argent. Il dit, oui, c'est vrai que tu me l'as rendu. Donc normalement, ce document que j'ai dans les mains ne vaut rien, puisque c'est un document qui dit que moi, le garant, j'ai remboursé, et donc moi, le garant, j'ai le droit de te réclamer de l'argent. Mais comme par ailleurs, tu m'as réemprunté de l'argent, à moi maintenant le garant, ben, je l'ai gardé parce que finalement, c'était une manière d'avoir encore une possibilité de te récupérer. Donc c'est un peu le cas précédent, c'est-à-dire il est en train de dire qu'effectivement, je suis venu au départ en disant, tu dois me rendre l'argent que je t'ai avancé, et à la fin, je t'ai avoué que finalement, tu m'as payé, mais comme tu m'as réemprunté la même somme, j'ai voulu l'utiliser en tant que, voilà. Alors, la Gemara dit, Shalcha Ravidi Baravin, on a posé la question, donc Ravadi Baravin a posé la question des Kamé de Abaye, à Abaye, qui a Gavna Maï. Il lui dit, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Alors Abaye lui répond, Shalach le Abaye, Maïti Ba'ale, comment peux-tu te poser la question? On est exactement dans le cas précédent, c'est-à-dire quelqu'un qui vient réclamer de l'argent avec un document et qui, lorsqu'on lui dit, tu sais, attends, le document, c'est pas le rire, rappelez-vous que Shtar Mezouïaf, on avait dit tout à l'heure, c'est pas vraiment Mezouïaf dans le sens où Shtaramana, on a écrit ce document et tu avais confiance en moi, mais tu sais très bien que ce document ne vaut rien par rapport à la situation. Alors il lui dit à Ravi, mais comment tu peux te poser la question? C'est toi-même qui as tranché que la halakha est comme Rabat dans le terrain, comme Rav Yosef dans l'argent. Mativ elle Hay Ihud Amar, c'est toi-même qui as dit, il kheta qui va t'aider Rabat Béara, que la halakha est comme Rabat dans le terrain, donc on donne raison à celui qui a le document, mais il kheta qui va t'aider Rav Yosef, que la halakha est comme Rav Yosef dans le cas Bézouzé, dans le cas de l'argent, et on ne donne pas raison à celui qui a le document, on ne lui donne pas le migo et on laisse l'argent chez l'autre. Des Chadouk Mezuzé Lokmo, et qu'on laisse l'argent là où il est. Et la Gemara, du coup, va nous expliquer tout de même que dans quel cas on tranche de cette manière. La Gemara nous dit, dans quel cas on parle? Des Amalé, lorsqu'il lui dit, Adart ou Spetin Hominai. Dans le cas où il lui dit, tu m'as réemprunté de l'argent. Aval Amalé, Adartin Huni Alach, Mechama de Avou Shaife Vesumke. Lorsqu'il lui dit, écoute, c'est vrai que tu as voulu me rembourser, mais je n'ai pas accepté l'argent parce que l'argent était de mauvaise qualité. Des fois, les pièces n'avaient pas la forme ou le poids nécessaire. Activité les shiabouda des shtara, il y a le shiaboud, il y a encore la force du document qui est encore là. Donc en fait, quand quelqu'un vient avec un document, il dit voilà, tu me dois l'argent. Et l'autre lui dit, mais attends, entre nous, tu sais très bien que je t'ai déjà remboursé. Si l'autre lui dit, écoute, c'est vrai que tu m'as remboursé, mais comme tu m'as emprunté autre chose, je suis venu avec ce document-là. Ça, on a dit, selon Rav Yosef, ça ne vaut rien. À partir du moment où il a dit que le document n'est pas bon, il n'a aucune force, et il n'y a pas de migo dans ce cas-là. On a donné plusieurs explications. Est-ce que parce qu'il n'y a pas de migo sur un document, soit parce qu'ici, il a lié finalement son argumentaire au document. Quoi qu'il arrive, cela ne fonctionne pas. Si par contre, il lui dit, voilà, toi tu me dis que tu m'as remboursé, non, tu m'as proposé de rembourser, et moi j'ai refusé l'argent. À partir du moment où l'argent n'a pas été accepté, parce que justement là, les pièces n'étaient pas de bonne qualité, à partir du moment où l'argent n'a pas été accepté, il n'y a pas eu remboursement. S'il n'y a pas eu remboursement, ce qu'il est en train de réclamer aujourd'hui, c'est bien la dette qui est marquée sur le document, et donc le document n'est pas bien, et donc du coup à ce moment-là, cette personne-là a toute la force argumentaire. On va rapidement résumer ce DAF. On a vu que selon Rav Nachman, malgré l'objection dans le DAF précédent, selon Rav Nachman, lorsque le Bedin se rendait compte qu'il y avait eu une erreur dans un jugement parce qu'il manquait une information, selon Rav Nachman, on ne craint pas de faire honte au Bedin et on revient sur notre décision sans problème. On a vu selon Rabbi Menachem dans une Mishnah, ça avait l'air d'être un peu différent parce qu'une femme à qui on a dit de se marier, on ne lui disait pas de ne plus se marier si on se rendait compte que finalement les témoignages qu'on avait eus n'étaient pas certains. Ça,
c'est la marque avec Rabbi Menachem, et on avait rapporté encore des Mishnayot dans lesquels on avait l'impression finalement, dans une discussion sur un Kohen, est-ce qu'on peut faire remonter, pas remonter, quoi qu'il arrive, on avait l'impression que faire remonter et redescendre un Kohen à plusieurs reprises n'avait pas l'air de poser de problème, que la seule discussion qu'on avait là-bas, c'est est-ce que lorsque l'on a un témoignage au début et un témoignage à la fin, est-ce qu'on peut additionner deux témoins qui viennent à deux moments différents au Beddin? Est-ce qu'on peut les additionner pour faire une seule Haïdout homogène? Selon certains, oui. Selon d'autres, non. Autre marque par rapport à la Haïdout, on a vu que non seulement on discutait est-ce que l'on pouvait avoir un témoignage qui était séparé lors de la venue au Beddin, mais déjà à la base en amont, sur la vision et sur ce qu'ils sont censés avoir vu, est-ce qu'ils doivent l'avoir vu en même temps ou pas en même temps? Selon certains, il faut en même temps, selon d'autres, pas forcément. C'est la double marloquette Tanaïm par rapport à la Haïdout. Et après, on avait vu cette double marloquette entre Rabat et Rav Yosef. Est-ce que quelqu'un qui a un document de manière générale, qui vient soit se défendre, soit attaquer sur un document, et qui vient avec ce document, mais qui avoue quand on l'accuse, qui avoue finalement que le document en lui-même ne vaut rien. Soit parce que finalement il a déjà été utilisé pour autre chose, soit parce qu'il l'a trafiqué, soit parce que c'est un document qui a été écrit de manière fausse parce qu'on avait confiance l'un en l'autre et que c'était pour une raison X ou Y. Quoi qu'il arrive, quand il avoue que le document est faux, mais qui dit quand même croyez-moi et qu'on se pose la question, est-ce que finalement on ne peut pas le croire? Parce que s'il était vraiment malhonnête, il ne nous aurait pas dit que le document était faux. Selon Rabat, à chaque fois, que ce soit pour quelqu'un qui vient de se défendre en disant qu'il est bien le propriétaire du terrain, ou quelqu'un qui vient réclamer l'argent qu'on lui doit, selon Rabat, cette personne-là aura toujours un migo, c'est-à-dire une némanoute, on va le croire justement parce qu'il n'a pas choisi de nous dire que le document est vrai, comme il a choisi de nous dire qu'il est faux. À ce moment-là, il est honnête et donc on le croit. Rav Yosef dira à chaque fois, il n'y a pas ici de migo à partir du moment où le document qui lui donne la force d'argumenter, même si ce n'est pas évident de comprendre en quoi c'est le document qui donne la force et pas autre chose, le document étant quelque chose qui est invalidé par son propre aveu, finalement, il n'a aucune force. L'alacha, comme le dit Ravidi Bar Avin, l'alacha est comme Rabat dans les terrains, comme Rav Yosef dans l'argent. Pourquoi? Parce que comme on ne sait pas comme qui trancher, sachant pas comme qui trancher, on laisse les choses là où elles sont, l'argent là où il est, donc on ne réclame pas l'argent, et le terrain chez qui il est. Et on avait vu une distinction dans Tosfot, que même si en général, lorsqu'on ne sait pas quoi faire, comme on ne sait pas juger une situation, on ne laisse pas le terrain là où il est, on le donne à celui qui est le propriétaire historique. Là ici, on n'est pas en train d'avoir un doute sur la situation. On connaît la situation, mais on a un doute finalement sur comme qui est l'halakha. Et dans ces cas-là, le Bedin n'a pas de problème à se retirer et à laisser finalement le terrain dans les mains de celui qui est actuellement.